Bem-vindos a mais um episódio do podcast multicultural Vozes do Mundo. Hoje recebemos a Louane, diretamente de Lille, na França. Ela está no Brasil para estudar em uma universidade brasileira, o FRN, e nosso papo será metade em português e metade em francês. A ideia é registrar as impressões dela agora, no início da experiência, e depois gravar outro episódio no final para comparar como tudo mudou. Bienvenue Louane, c'est un plaisir de t'avoir avec nous. Bonjour, merci de me recevoir. C'est un plaisir pour moi aussi. Super. Louane, como foi sua chegada ao Brasil? Quais foram as primeiras impressões que você teve? Então, eu cheguei no Brasil faz um pouquinho mais de umas 3 semanas. E minhas primeiras impressões sobre a cidade de Natal em si e o calor. Está fazendo muito calor aqui. Só que não especificamente igual às outras regiões do Brasil. Porque além do calor aqui, tem as chuvas inesperadas, que podem durar de 20 segundos até 3 horas. E quando chove muito, a cidade inteira para, por exemplo. Na semana passada choveu e todos os meus professores, no dia que choveu, cancelaram a aula. Mas eu acho o clima de Natal bem gostoso no sentido que não está afogante pelo calor, porque estamos na esquina do continente, né? E tem todo aquele vento que refresca a gente. Ótimo. E você já tinha vindo antes, mas agora a experiência é diferente porque você veio estudar. O que mudou dessa vez? Então, a última vez que eu fui para o Brasil, eu tinha 17 anos, agora tenho 21. Então, já tenho muito mais maturidade para entender as coisas e também para verificar se as impressões que eu já tive na primeira vez eram interpretações minhas, se eu posso falar assim, ou são mais verdades culturais. Também, na última vez, eu fiquei numa família hospedeira, eu estudava no ensino médio, na IFMT, e dessa vez, bem, eu não moro sozinha, eu moro com uma senhora, mas eu estudo na universidade, e eu escolhi eu mesma, minhas matérias, eu escolhi eu de vir para Natal, especificamente. Então, da primeira vez que já era uma escolha minha de vir para o Brasil, dessa vez, minhas escolhas são muito mais específicas. Ok, perfeito. Como você está acostumada a estudar na França? O que você já percebe de diferente na forma de estudar aqui no Brasil, na UFRN? Nossa, muito diferente. Eu poderia falar durante uns 30 minutos sobre isso, então eu só vou jogar alguns pontos. Por exemplo, tem muitos estudantes aqui que vêm de bem longe, que tem que pegar busão durante várias horas. Então, desculpa as suas palavras, mas eles chegam aqui tudo fedendo. Então, o que a universidade faz para resolver esse problema? Tem chuveiros. Eu nunca vi na França uma universidade com chuveiros e nunca nem ouvi de uma universidade que tem chuveiros. Por exemplo, também, as aulas começam bem cedinho aqui, às 7 da manhã. Na França, é no mínimo 8 da manhã, só que é muito comum as pessoas ter aulas mais tarde, tipo 9, 10, tem pessoas que têm aula só de tarde. Mas também é comum na França estudar o dia inteiro, você fica na universidade de manhã, de tarde, pode ser até às 7. Mas então aqui, em geral, ou você estuda ou de manhã, ou de tarde, ou de noite. E, por exemplo, aulas de noite na França não existe, eu nunca ouvi sobre isso. Então, eu acho isso, o sistema universitário no Brasil, que é muito mais adaptado pelas condições de vida dos brasileiros, porque muitos precisam fazer estágio no mesmo tempo, muitos precisam ter um trabalho para compensar o fato de estudar. E se estudar o dia inteiro, já não dá para fazer estágio, já não dá para trabalhar. Então, o fato de poder escolher, só de manhã, só de tarde ou só de noite, é muito mais adequado para as condições de vida das pessoas aqui. Tanto que na França, muitos gostariam de trabalhar enquanto estudam para financiar os estudos, só que pelo próprio funcionamento da França e do sistema universitário francês, isso não funciona. Porque se você já estudar durante 8 horas no dia, que fica só à noite, você vai trabalhar de noite. Mas assim não dá, porque também não tem muitos trabalhos que proporcionam
horas estar só de noite. Então, você tem que escolher muitas vezes entre trabalho e estudos, porque muitos brasileiros não têm que fazer porque combinam os dois. Uau, incrível. Quais são as suas expectativas para as aulas e para a convivência acadêmica? Sobre as aulas, tem umas aulas que ainda eu não tive, que eu peguei a matéria, mas não peguei a aula ainda. Então, sobre umas aulas eu não posso realmente explicar. Aí eu percebi que o funcionamento acadêmico é muito diferente no sentido das avaliações. Por exemplo, na França é muito comum você ter só uma avaliação final para a disciplina, ou duas no máximo no semestre. Aqui são 3. Então, por exemplo, eu acho que isso para mim vai ser meio difícil de adaptação sobre o tipo de avaliações que eles também pedem também, tipo seminário. Eu estou numa aula de história e já está falando de artigos. Eu nunca escrevi um artigo histórico na minha vida. Então, são coisas que eu espero muito aprender daqui e que meio que, não que me estressa, mas que dá uma coisa de emoção de desenvolver novas competências que ainda na França eu não tive a oportunidade de ter, ou desenvolver. Incrível, muito legal. Como você sente a diferença entre as pessoas daqui e da França, no jeito de se relacionar, conversar, receber? É muito famoso isso, né, que o brasileiro é muito acolhedor. E eu sempre vou defender aquela teoria, né? Porque apenas que eu cheguei, todo mundo estava conversando comigo, todo mundo estava querendo saber mais, todo mundo estava com muita curiosidade. E, por exemplo, numa aula, a professora fez um negócio que, teoricamente, era para os alunos sabiam, porque tinha visto o semestre passado. Só que eu não estava aqui no semestre passado, eu estava na França. Aí eu expliquei para a professora que eu não tinha como eu saber de fonética portuguesa sem nunca ter estudado. Mas, por exemplo, meus colegas foram muito legais. Por quê? Porque todos ofereceram para mim, tipo, o caderno deles para eu poder entender o que a professora estava falando. E eu não estou falando de uma pessoa, eram 6, 7 pessoas. Por exemplo, as pessoas aqui, entre os diferentes departamentos, entre os diferentes cursos, eles conversam muito mais entre eles. Por exemplo, eu estou falando com a Clara, a entrevistadora, que é de letras francês, mas eu conheço pessoas da engenharia, de artes, de letras portuguesas, de letras inglês, de história. Então, mesmo que sejam setores diferentes, todo esse pessoal conversa muito mais. Mesmo dentro de um setor, é tão como eu parar num bloco e conversar com uma pessoa só porque eu vi ela 3 vezes na minha vida, que é alguma coisa que eu nunca faria na França. Mas no Brasil tem essa coisa de contato muito mais fácil entre as pessoas conversam muito mais e acolhem muito mais num grupo. Se tem um grupo já formado, mas que você conhece apenas uma pessoa no grupo, essa pessoa vai chegar e falar, vem com a gente, e você começa falando com todas as pessoas, e aí você acaba, eu acho que eu vou acabar um ano conhecendo o setor do Asturinho. É incrível, que legal. Tá se divertindo? Ótimo. Isso é importante. E a questão da língua? O que você percebe sobre como o português é usado no dia a dia em comparação com o francês? Eu gosto muito do jeito que o português, entre o português acadêmico e o português falado, tem nada a ver. Especialmente porque eu tenho umas aulas de português eu tenho uma aula que é morfologia da língua portuguesa e português bem linguístico, acadêmico e tal. E então, entre o que eu estudo e como as pessoas falam nessa mesma aula, tem nada a ver. Só que, por exemplo, em francês é igual entre o jeito que as pessoas falam entre si, o jeito que eles conversam com as pessoas mais velhas, e o jeito que as pessoas conversam no ambiente universitário, de lá frente ao professor, também não tem nada a ver. Então, o uso que os falantes de português usam, tendem a usar a língua, e o uso que os franceses fazem da própria língua, mesmo que sofrem as mesmas modificações dependendo do contexto. Interessante. E você já experimentou muitas comidas típicas brasileiras ou nordestinas? O que achou? Alguma surpresa boa ou engraçada? Eu gosto muito da tapioca. A tapioca, eu gosto muito dela porque
que a tapioca em si, ela não tem muito gosto. É mais que tudo a textura. Mas, então, eles recheiam com tudo. Existe tapioca doce, existe tapioca salgada. E tem aquela tapioca que eles colocam os peixinhos dentro, que é típico de Natal, que eu não Ginga. Que eu não experimentei ainda, mas todo mundo tá falando da tapioca com ginga, e eu tô com um pouquinho de preconceito contra isso, eu acho que tapioca com peixe, não sei se combina, mas... É muito gostoso. Mas pra mim a cabeça de europeia faz algo estranho. Pra mim, não sei, eu tenho que experimentar, mas na minha cabeça não combina. E eu gosto muito do cuscuz também, no sentido que também existe com várias coisas, que é algo muito simples, só que conseguem fazer muita coisa diferente com isso. Aí tem também toda a questão das frutas, que são, primeiro, típicas do Brasil, que tem muitas que a gente nunca vai ver na Europa. Também as que são típicas do Nordeste, por exemplo, como que se fala? Jambu. Jambo. E é muito gostoso, é muito bom. Então tem muitas aqui, cajá também, caju, tudo muito gostoso. Caju. Eu gosto dessa maneira como você fala, caju. 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 Tem um J especial. Aí eu gosto muito dessas também, mas eu acho a comida brasileira, em geral, muito gostosa, no sentido que é muito diversa, que o brasileiro gosta tanto de salgado quanto doce. Então, por exemplo, se você estiver convidado na casa de um brasileiro, ele vai oferecer tudo para você, mas também não vai ser só aquela mesma coisa de sempre na França, que, por exemplo, na França, quando você estiver convidado na casa de alguém, meio que eles sempre vão oferecer a mesma coisa. Você quer pão, você quer marmelada, você quer café, é alguma coisa assim. Enquanto no Brasil você quer, sei lá, você quer tapioca, você quer coxinha, tem o salgado, ali eu fiz bolo. Então são muitas coisas diversas que convivem no mesmo espaço e na mesma cultura. Que legal, interessante. E na sua rotina, o que mais mudou em comparação à vida na França? Transporte, horários? Essas duas coisas para mim são bem diferentes. No sentido que eu na França, eu morava muito perto da faculdade, eu ia andando. Então, eu acordava, tipo, 40 minutos antes da aula, para estar pronto. Enquanto no Brasil, eu vou para a cidade de moto-Uber, que isso sim é também completamente outro tema, porque o moto-Uber não existe na França, eu nunca vi, eu adoro, mas não existe aí. E aí outra opção seria de ônibus. Então, eu demorei muito para entender o funcionamento dos ônibus, porque na França, no Google Maps, você encontra tudo, horários, linha, onde você tem que pegar aqui, é meio que você se vira. Até alguém ensinar para você que você tem que pegar tal ônibus em tal ponto e parar em tal ponto. Então já entendi, o 73. Aí depois tem o circular, que é o ônibus que passa dentro da universidade. Como na França, os vários setores são bem separadinhos na cidade, eles nem encostam um no outro. Aí não tem essa coisa de ônibus circulando entre os setores, que tem aqui, que é maravilhoso. Por quê? Porque ele passa muito frequente, é de graça, quando você tem preguiça de andar, você pega o circular. E eu gosto muito disso. E também um ponto cultural bem diferente, porque é a mesma coisa, eu nunca ouvi de uma cidade que tem um ônibus dentro da cidade na França, que o Brasil tem. E que realmente o campus de uma universidade brasileira, especialmente o UFRN, é uma cidade em si, dentro da própria cidade, tem de tudo. Então tem essa coisa sobre o espaço da universidade que mudou bastante minha rotina, porque, por exemplo, se eu quiser ir para o Rio, quando eu estiver com créditos, não vai ser tipo, eu vou andar 5 minutos igual na França. Vou andar muito mais para chegar até o Rio. Por quê? Porque aqui tudo é maior. Então, como eu moro uns 6 quilômetros da faculdade também, eu preciso acordar mais cedo. Então, tem essa coisa dos horários que, para mim, mudaram entre a França e o Brasil. Interessante. Perfeito, muito obrigada por essa entrevista.
Luan, a parte de português. Agora nós vamos passar para francês. La deuxième partie. D'accord. Alors, les études. En France, comment es-tu habitué à étudier? Est-ce que tu travailles plutôt en groupe, à la bibliothèque ou de façon indépendante? Alors, la plupart des examens qu'on a en France, ce sont des examens individuels. Ça peut arriver qu'on ait des travaux de groupe, mais c'est vraiment pas le plus commun. Ensuite, les Français, ils aiment beaucoup ce qu'on appelle chez nous la BU, donc l'acronyme pour Bibliothèque universitaire. Donc, par exemple, tous les soirs ou toutes les fins d'après-midi ou même le samedi, les bibliothèques universitaires, elles sont bondées. Il y a plein de gens dedans parce que les Français adorent la bibliothèque universitaire parce que selon beaucoup de mes compatriotes, j'arrive pas à étudier chez moi, donc je vais à la BU. Donc dans mon cas, je préfère étudier chez moi. Donc la plupart du temps, quand je dois revoir mes cours, etc., c'est chez moi. Mais quand un Français décide d'étudier en groupe, notamment, il va très souvent avec ses amis à la BU. Ça m'est déjà arrivé une paire de fois. Donc l'aspect bibliothèque universitaire est bien plus important en France qu'au Brésil, notamment. Ah, intéressant. En comparant, comment vois-tu déjà les différences avec le Brésil, que ce soit dans les méthodes d'enseignement ou dans la relation avec les professeurs? La France est un pays pour qui la forme d'exprimer son respect, c'est quelque chose de très vertical. Dans le sens où les professeurs, on va les appeler par leur nom de famille, on va dire, je sais pas moi, Monsieur Rodriguez. Et alors qu'au Brésil, c'est beaucoup plus, je dirais pas d'égal à égal, parce que bien sûr, il y a une relation hiérarchique, mais elle est beaucoup moins ressentie qu'en France. Même la forme vis-à-vis des méthodes pédagogiques au Brésil, on est beaucoup plus sur un échange que sur un professeur qui va, entre guillemets, nous donner toute sa science. Donc, il y a ces différences-là, notamment. Par exemple, mes professeurs, quand on parle de mes professeurs ici, on les parle par leur prénom. Et je leur dis pas au seigneur ou la señora, je dis você. Alors qu'en France, ce serait vous. Et il n'y a pas d'autre option que ce soit vous. En fait. Donc aussi, comme à la fac, en fait, en France, ça brasse énormément de monde, il y a énormément de monde qui va à la fac. Ça devient très très impersonnel parce que dans le cours que j'ai fait, moi, non, mais beaucoup on court dans des amphithéâtres. Donc il y a 200 personnes. Donc un professeur, il n'a pas moyen de connaître les 200 personnes qu'il a devant lui. Donc la relation avec le professeur aussi très impersonnelle parce qu'il ne vous connaît pas personnellement. Il ne connaît pas votre prénom. Et parfois, il ne connaît même pas votre visage. Vraiment? Oui, vraiment. Donc maximum, il connaît votre visage. Donc voilà. Wow. Alors que au Brésil, par exemple, la matière où il y a le plus de personnes inscrites, on est 35. Alors 35, c'est à la fois un nombre assez conséquent, hein, mais 35, ça rentre dans une salle de classe. Wow. 35, il y a encore moyen de reconnaître tout le monde, de savoir où ils s'assoient, de connaître leur prénom, de connaître un peu leurs habitudes. Face à 200 personnes, bon, 35, c'est très peu. Et par exemple, j'ai eu un de mes professeurs ici au Brésil qui se plaignait qu'au cours du soir, il y avait 60 personnes. Et il disait que 60 personnes, c'était beaucoup. Alors pour le Brésil, c'est beaucoup, bien sûr, mais comparé à la France, où on te met dans des amphis, où notamment, parfois, oui, tu as 200, 300, 400 personnes, notamment quand tu es Cameroun. Pour moi, 60 personnes, c'est rien. Quand je m'assois en cours et que j'ai 25 personnes autour de moi, je suis habituée, moi, ça me va très bien. Alors que je suis sûre que pour beaucoup de Brésiliens, c'est déjà un nombre assez conséquent. Tu te sens plus à l'aise? Oui. Super. Penses-tu que l'université au Brésil pourrait être plus flexible, plus dynamique ou au contraire plus exigeante? Je trouve que par rapport à la France, et c'est étonnamment que ça puisse paraître, l'université brésilienne est plus exigeante. Pourquoi? Réprovação por falta. Donc on a un quota d'heures limité, on ne peut pas, ou le quota d'heures maximal, on peut ne pas être en cours. Donc déjà, si on dépasse ce quota d'heures-là, on valide pas la matière. Ça en France, ça n'existe pas. Tu peux ne pas aller de tout le semestre à ta matière, aller à l'examen terminal. Si tu as plus que la moyenne à l'examen terminal,
tu passes. Wow. Ça m'est déjà arrivé où il y a un cours, j'ai loupé, oui, plus de la moitié, et j'ai réussi l'examen parce que j'ai réussi l'examen, mais je suis pas allée en cours. Donc, si on y pense, c'est une notion de l'éducation complètement différente, parce qu'en France, on va considérer que même si tu vas pas en cours, si tu arrives à bien y arriver à la fin, c'est pas si grave que ça. Alors qu'au Brésil, on va considérer que la présence, c'est tout. C'est bien plus important, le fait d'être là, de participer activement au cours. Je pense que c'est lié au fait que les salles de classe sont moins bien remplies, que du coup, si personne ne vient, ça va très vite se faire ressentir. Aussi, en France, les notes, elles sont sur 20. Et donc, pour passer, il faut qu'on ait minimum 10. Au Brésil, les notes sont sur 10, mais pour passer, il faut qu'on ait minimum 6. Donc, ce qui est un peu plus de la moyenne. Donc, même d'un point de vue purement académique, scolaire de notes, le Brésil est aussi plus exigeant. Mais après, je pense que la France est plus exigeante d'une autre manière, parce que notamment en France, on a moins d'examens. Mais du coup, les examens qu'on passe sont plus importants, parce que parfois, il y a des matières où on n'a qu'un seul examen sur tout le semestre. Et du coup, il faut beaucoup de rigueur pour réussir ces examens-là. Alors qu'au Brésil, l'essentiel, entre guillemets, c'est d'avoir 4 sur 10 pour pegar a quarta prova. Et donc, dans ce cas-là, on peut, entre guillemets, se permettre de rater un examen, de moins réviser, de moins avoir étudié, d'avoir moins donné d'attention à une partie du contenu. Alors qu'en France, si on fait ça, ça va tout de suite être un petit peu plus compliqué si on n'a qu'un seul examen à la fin. Mais je trouve aussi que l'université brésilienne, elle est très dynamique, notamment avec Projetos de Extensão. Je trouve qu'il y en a énormément. Et je trouve que c'est aussi plus dynamique avec ce que je racontais tout à l'heure, avec le fait que les étudiants, ils ont plus de contact entre eux, même s'ils viennent de départements différents. Du coup, il y a beaucoup plus de, entre guillemets, de passation de connaissances informelles qu'en France. On est tous, tous ceux qui étudient les langues sont entre eux, tous ceux qui étudient les sciences sont entre eux, tous ceux qui sont en droit sont entre eux, et on se mélange très très peu. Au Brésil, il y a beaucoup plus de mélange, et donc ça crée une dynamique sociale beaucoup plus active. Incroyable. Est-ce que tu crois qu'étudier dans une autre langue change la manière de réfléchir et de comprendre les cours? Oui, j'ai beaucoup plus de mal à comprendre mes cours qu'avant. Wow. Parce que déjà ton cerveau il fait un premier effort qui est de parler dans une langue qui n'est pas la tienne, de devoir t'exprimer dans une langue qui n'est pas, d'écrire dans une langue qui n'est pas la tienne et d'absorber un contenu qui est toujours pas dans ta langue. Donc ça c'est l'effort 1. Ensuite, tu as l'effort 2, qui est le contenu du cours en soi. Et pour certains, il y a l'effort 3, où c'est, par exemple, j'ai un cours d'histoire régionale, História do Rio Grande do Norte na colônia no Império. Donc on part déjà d'un principe tout bête, c'est que les gens, aux Portugais, vont bien sûr mieux connaître leur histoire que moi. Donc moi, je vais avoir un cours de licence d'histoire, où j'ai pas fait de licence d'histoire, avec des gens locaux où je suis pas locaux, dans une langue qui est pas la mienne. Donc comparé à un Brésilien de ce cours-là, je vais avoir bien plus de difficultés en soi. Mais d'un autre côté, la France a influé sur beaucoup de choses, notamment dans tout ce qui est les études des relations humaines sociales. Donc j'ai entre guillemets un petit avantage, dans le sens où par exemple la manière dont l'historiographie brésilienne est faite, elle est inspirée de l'historiographie française. La manière dont l'anthropologie s'est développée au Brésil, ça s'est inspiré de l'anthropologie française, des missions d'anthropologues français au Brésil. Donc il y a un peu toute cette partie-là où c'est pas le fait d'être étrangère qui m'aide, c'est le fait d'être française. Mais en général, j'ai bien plus de mal avec les cours ici que les cours en France. Mais je trouve que la manière d'avancer dans les cours au Brésil est plus lente. C'est-à-dire que quand on donne une information, on va la répéter plus de fois, puis on va la revoir plus de fois. Du coup, en fait, ça compense quand même à la fin. Parce qu'en France, on aura tendance à me donner l'information une fois, je l'ai notée, je ne l'ai pas notée, je l'ai compris, je ne l'ai pas compris, tant pis. C'était une fois. Alors qu'au Brésil, déjà, si j'ai pas compris, je vais poser la question, puisque c'est plus facile de poser les questions qu'en France. Et ensuite, l'information, je vais la revoir 4, 5, 6 fois. Et puis, je vais avoir des exercices dessus aussi. J'ai des cours, j'ai des exercices. Du coup, au final, j'ai un peu cette difficulté due à la langue, mais qui est contrebalancée par un peu tout le reste. Wow, incroyable. Est-ce que tu as déjà vécu une situation amusante ou gênante à cause de la langue? Le Pakistanais qui vient de me demander en mariage, je m'en parle.
Bah, du portugais quand même. Alors, de cette année-ci, j'ai pas de souvenir. Comme je parle déjà portugais assez bien, j'ai pas de souvenir d'avoir passé par une situation gênante due à la langue. Par contre, avec l'accent, les gens ils rient beaucoup de mon accent. Parce que j'ai un accent qui est ni français ni brésilien de Natal. Et du coup, ils s'amusent à deviner d'où vient mon accent. Et du coup, je me sens comme un peu un espèce de globi-boulga. Globi-boulga, c'est très précis ça. Comme une espèce de métissage de plein d'accents. Et c'est assez amusant parce que du coup, les Brésiliens, parfois, ils croient que je suis brésilienne, mais ils vont dire « Ah, de Minas Gerais, do Goiás, c'est gaúcha ». Et je fais non, mais j'ai vécu au Goiás. Et donc, il y a, au niveau du vocabulaire ou de l'expression, c'est pas ça qui est un petit peu amusant, mais c'est plus au niveau de l'accent en soi. Je sais pas si les personnes qui nous écoutent vont se rendre compte que mon accent est un peu étrange quand je parle en portugais. Peut-être. D'accord. Est-ce qu'il y a des stéréotypes sur les Brésil que tu avais avant de venir et que tu as déjà déconstruit? Alors, quand je suis venue ici au Brésil en 2021, c'est très simple, je savais rien, quasiment rien sur le Brésil, à part les clichés, le foot, la samba, le carnaval. Donc les seules choses que j'avais en tête sur le Brésil, c'était seulement ces clichés-là, où on s'en dit bien, c'est des clichés, c'est pas vrai. Mais après, il y a d'autres petites choses. Par exemple, les Brésiliens ont la réputation de beaucoup aimer la plage, tellement qu'en France, les gens ont cette idée du Brésil il y a la plage, il y a l'Amazonie, et puis c'est tout. Bon, bien sûr, c'est complètement faux. Mais c'est vrai que ici, donc Natal est une ville côtière, c'est vrai que très souvent, quand on me propose quelque chose, genre pour sortir, s'amuser, etc., ça va être très souvent, il y a la plage, on va à la plage. Et je pense que même les Français qui vivent sur des villes côtières, ce qui n'est pas mon cas, et même les Français qui vivent sur des villes côtières, ils n'ont pas autant ce goût pour la plage que ça. Parce qu'ils vont plus aller la voir de temps en temps, la regarder, ils vont rester 20 minutes et puis ils vont partir. Notamment, je pense, dû au climat. Parce que même t'as beau voir la plage, bon, si t'es en hiver, que la plage il fait 15 degrés, tu n'y vas pas. Mais du coup, je pense que même s'il y a ce cliché do apego do brasileiro com a praia, il y a quand même quelque chose d'un petit peu vrai dans ça. Je pourrais notamment commenter le foot aussi, où c'est pas autant que ce que j'aurais imaginé dans un premier temps, le goût des Brésiliens pour le foot, mais on peut pas nier non plus que le goût des Brésiliens pour le foot est supérieur au goût des Européens pour le foot, que il y a des gens qui se baladent avec des maillots de foot Flamengo, eu não aguento mais. A blusa do Flamengo, eu não aguento mais, et par exemple, oui, je vois des gens avec Corinthians, Flamengo, Vasco, Fluminense, très souvent. Alors du coup, en France, on en voit notamment de temps en temps des gens avec des maillots du PSG, surtout le PSG, mais c'est pas commun. Enfin, ça arrive de temps en temps, on le remarque pas vraiment, mais ça arrive de temps en temps. Au Brésil, c'est pas de temps en temps, c'est tous les jours. Je pourrais limite faire un compte que je pense que dans tous mes cours, il y a minimum un mec avec un truc de foot. Waouh. Et si c'est pas dans tous mes cours, de ce matin, j'en ai minimum vu un. Donc je pense que c'est un par journée. Donc c'est pour dire que c'est très commun. C'est vrai. Et si tu pourrais amener une tradition brésilienne en France, laquelle choisirais-tu? Les câlins. C'est bien les câlins pour dire bonjour aux gens. Plutôt que la bise en France où on fait même pas des vrais bisous, où juste on colle la joue et on fait le bruit de... Je pense que le fait de abraçar alguém quand on arrive, même si on le connaît pas très bien, ça crée tout de suite une forme de proximité physique, oui, mais du coup aussi sociale que je trouve vraiment pas mal. Aussi, par exemple, quand on va chez un Brésilien, il va tout de suite nous offrir à boire ou à manger. Et ça, en France, ça dépend vraiment de la région. Il y a des régions en France où on va t'offrir à boire et à manger, il y a d'autres régions où juste tu viens chez la personne et point.
Et donc, le fait quand on de recevoir quelqu'un, réellement recevoir quelqu'un comme si c'était chez lui, j'aimerais bien que ce soit partout en France aussi. Super. En quoi penses-tu que cette expérience au Brésil va changer ta manière d'étudier et de voir le monde? C'est une bonne question. Deixa eu pensar. Déjà, le fait de voyager, c'est très lié, surtout d'aller dans des pays où les gens ne vont pas nécessairement beaucoup, et d'aller dans des régions, dans des pays où les gens vont passer Parce que, par exemple, des Français au Brésil, il y en a, mais ils vont au Rio, São Paulo, Salvador, no máximo, Brasília. Donc d'aller dans un pays où les gens ne vont pas excessivement, dans une région où les gens ne vont pas, Natal, je ne veux pas, ça aide vachement à décentraliser le regard sur ce qu'on pense qu'est l'autre et sur la réalité de l'autre. Donc moi j'ai déjà remarqué que même quand je prends une décision en France, j'ai toujours tendance à penser à ce que feraient des gens d'autres cultures à ma place et moi, dans d'autres contextes que le contexte français, comment j'aurais réagi. Pourquoi je fais ça? Parce que ça m'aide à me sentir vraiment moi, à pas me dire que je prends cette décision juste parce que ce serait la décision la plus logique ou la plus normale en France. Du coup, je pense à tous les points de vue possibles sur une décision avant de la prendre. Et je sens que cette manière-là, que c'est une manière de voir les choses que j'ai commencé à voir en étant au Brésil, c'est vraiment une richesse pour juste s'accepter moi-même, dans le sens où je ne vais pas choisir quelque chose juste parce que ce serait le plus simple. Et aussi, je trouve qu'en étant ici, et je pense aussi que ça aide beaucoup dans les notions de courage. Parce que si on y pense, moi j'ai 21 ans, je suis venue ici toute seule en connaissant, une personne par un hasard des choses, et quand je la connaissais même pas, c'était une connaissance d'une connaissance. Je suis allée dans un pays où j'ai beau parler la langue, c'est quand même pas mon pays, c'est quand même pas mon système, et pourtant j'y suis allée. Donc, et maintenant que j'y suis allée, il faut vivre ici. Je vais pas rester dans ma chambre toute seule à pleurer ou à morfondre ou à dire « Oh si seulement j'avais fait autre chose ». Donc je pense que le fait de faire ça, le fait d'aller vers les autres, le fait de ne pas avoir honte de parler tout simplement, le fait de ne pas avoir honte de faire quelque chose qui n'est pas correct culturellement, ça donne une force de soi, une confiance en soi et ça demande beaucoup de courage. Et ce courage-là que je sais que je sens, que je sais que j'ai ici, j'aimerais bien réussir à le retrouver quand je serai de retour en France. Super. Et quand tu retourneras en France, qu'est-ce que tu... Le plus tard possible, s'il vous plaît. Quoi? Le plus tard possible, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu aurais envie de raconter en premier à ta famille et à tes amis? Qu'on se sent moins seul. Théoriquement, ici, il y a 3 semaines en arrière, moi je ne connaissais personne ici. Et pourtant, en 3 semaines, je ne me sens pas du tout seule. Je me sentais, entre guillemets, bien plus seule en France, alors que j'ai des amis en France. Je trouve que la solitude, si quand elle se vit moins intensément. Incroyable. Merci beaucoup pour l'entretien, pour l'interview. Merci à toi. Obrigada, Loan, por essa entrevista maravilhosa. Eu adorei saber mais sobre você e tenho certeza que nossos ouvintes adorarão essas respostas. Obrigada a você por essa entrevista e por... Buguei. Mas muito obrigada e espero que a gente se encontre novamente para mais uma entrevista. Obrigada a você. Obrigada, ouvintes. Nos siga nas redes sociais, podcast multicultural, Vozes do Mundo e Letras Francês. Obrigada a todos. Até logo. Tchau. Tchau.